Nous sommes à New Hope, en Géorgie, le 4 avril 77. Mon mari m'a appelé pour me dire qu'il y avait de l'orage dans l'air. Boys, come on in now. Nasty weather's coming. Une terrible tempête traverse le sud des États-Unis. Sadie Hurst s'empresse de mettre ses enfants en sécurité. On a entendu un bruit épouvantable. Lorsque je suis arrivée en haut des escaliers, j'ai aperçu de la lumière rouge, comme s'il s'agissait d'un feu. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'accident. L'écrasement d'un DC-9 de Southern Airways vient de causer 72 morts. Boarding pass. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. May I see your boarding pass, please? Certainly. Just down the aisle on the right, sir. Enjoy your flight. Thank you. Boarding pass? 81 passagers sont montés à bord du DC-9 de Southern Airways à destination d'Atlanta, en Géorgie. Bon nombre d'entre eux proviennent des bases militaires avoisinantes. Depuis le début de la matinée, le commandant Bill McKenzie et son copilote Lyman Keel assurent un service de navette dans le sud des États-Unis. Who's got the lander? Not me. Says the captain. Ignition, sir. Durant les longues journées de vol, les pilotes se partagent fréquemment les tâches. Le copilote Lyman Keel se chargera de cette étape du vol. C'est un ex-pilote de la marine qui travaille pour Southern Airways depuis 4 ans. Avant leur dernier décollage, les pilotes ont reçu un rapport des plus récentes conditions météo. Looks like you guys got a good one coming. Ce jour-là, on a effectué 13 atterrissages, ce qui représente beaucoup d'arrêts. Chaque escale durait de 20 à 30 minutes. On faisait la tournée du sud. Les vols ont été paisibles durant tout l'après-midi, mais la météo se gâte et l'équipage se prépare à essuyer des turbulences. Il pleuvait à Huntsville et on nous avait dit de ne pas faire le service à cause des turbulences. On n'a donc servi personne de Huntsville à Atlanta à une escale très courte. On était tous contents de se reposer. J'étais surpris qu'on décolle comme prévu. Je croyais qu'on allait rouler jusqu'à l'extrémité de la piste et attendre un bon moment à cause du mauvais temps. Mais ils ont tout de même décidé de décoller. À 15h54, le DC-9 décolle sous une pluie battante. Le vol en direction d'Atlanta devrait durer 25 minutes à peine. Tandis que l'avion de Southern Airways s'éloigne de Huntsville, le Service météorologique national constate que les conditions météo s'aggravent. Il a repéré de nombreuses tornades au sud des États-Unis. Les conditions météo sont souvent très dangereuses dans le sud-est des États-Unis. L'humidité et les températures élevées comptent pour beaucoup dans la formation des orages. Toute cette densité et cette convection d'air chaud causent d'importantes tempêtes, accompagnées de fortes pluies, de grêles, de verglas et de vents extrêmes. Bien entendu, tout ça peut dégénérer en tornades. La tempête inquiète les contrôleurs aériens de Huntsville. Southern Airways 242, I'm painting a line of weather which appears to be moderate to possibly heavy precipitation. Starting about 5 miles ahead. Okay, we're in the rain right now. It doesn't look much heavier than what we're in right now, does it? It's not a solid mass, but it appears to be a little bit heavier than what you're in right now. En 1977, la plupart des avions de ligne sont équipés d'un radar météorologique Bendix. Lorsqu'il indique des zones lumineuses, les pilotes doivent les éviter, car elles indiquent du mauvais temps. I can't read that. Just looks like rain, Bill. What do you think? There's a hole. There's a hole right there. That's all I see. Les pilotes ont repéré une zone foncée sur l'écran radar. Il s'agit d'un corridor à travers la tempête.
Il croit pouvoir voler entre les orages à une altitude de plus de 14 000 mètres. Coming over, we had pretty good radar. I believe right straight ahead. There. The next few miles is probably the best way we can go. Tandis qu'il dirige l'avion vers la tempête, les pilotes reçoivent un message alarmant du contrôle de la circulation aérienne de Memphis. Attention, all aircraft. SIGMET. Tennessee, Southern Louisiana. Le terme SIGMET est utilisé pour signaler des conditions météo pouvant compromettre la sécurité des aéronefs. Here we go. Hold 'em, cowboy. Les pilotes regardent plus attentivement leur radar météo. It looks heavy. Nothing's going through that. Mystérieusement, l'ouverture que les pilotes avaient repérée a disparu. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Et la tempête s'aggrave brusquement. Je n'avais jamais entendu de la grêle tomber si fort. Le bruit qu'elle produisait contre les parois de l'avion était assourdissant. Le bruit était si fort, c'était un peu comme si j'étais enfermé dans un tonneau de métal sur lequel on lançait des pierres. Please keep your seatbelts fastened. We should be out of this shortly. Des morceaux de grêle gros comme des balles de baseball se fracassent contre le DC-9, fissurant son pare-brise. Les pilotes du vol 242 devaient crier pour se faire comprendre, car le bruit de la grêle s'écrasant sur la carlingue était épouvantable. Ils n'avaient jamais vécu une telle expérience. Which way do we cross here or go out? I don't know how we get through here, Bill. I know. You're just gonna have to go out. Yeah, right across that bend. All clear left, approximately right now. I think we can cut across there. Les pilotes cherchent désespérément une porte de sortie, mais tandis qu'ils luttent contre la tempête, la situation dégénère. Tous les systèmes électriques du DC-9 tombent en panne. Privé d'électricité, le copilote Keel doit maintenir la position de l'appareil sans horizon artificiel. Mais d'épais nuages cachent l'horizon et Lyman Keel n'arrive pas à relever sa position. Southern 242, what's your speed? Le contrôle de la circulation aérienne d'Atlanta tente d'entrer en contact avec le DC-9, mais il ne répond pas. Southern 242 Atlanta, what's your speed? Got it back. Got it back, Bill. Got it back. Got it back. Après 36 secondes d'obscurité, les systèmes électriques se remettent à fonctionner. Les instruments de bord et la radio sont à nouveau disponibles. Le contrôle de la circulation aérienne rejoint enfin les deux pilotes. Maintain 15000, if you understand me. Maintain 15000, Southern 242. Le vol 242 de Southern Airways doit voler à 4600 mètres, mais l'avion a déjà perdu près de 400 mètres d'altitude. We're trying to get it up there. En regardant à l'extérieur de l'avion, j'ai vu la grêle bosseler progressivement le capot et l'intérieur du moteur gauche. Il faisait de drôles de sons, comme s'il allait cesser de fonctionner. Okay, 242, we just got our windshield busted. We'll try to get it back up to 15. We're at 14. Southern 242, say you're at 14 now? Left engine won't spool. Our left engine just cut out. You say you lost an engine and busted a windshield? Yes, sir. My God. The other engine's going too. Got the other engine going too. Southern 242, say again. Stand by. We lost both engines.
Les deux moteurs sont tombés en panne. Le DC-9 était devenu un planeur qui perdait 17 mètres d'altitude par seconde. Lyman Keel ajuste sa trajectoire pour sortir l'avion de la tempête. Le commandant Mackenzie doit redémarrer les moteurs ou il sera forcé d'effectuer un atterrissage d'urgence. Sans moteur, l'avion de Southern Airways plonge rapidement vers le sol. Et la panne entraîne aussi une horrible conséquence. Habituellement, les moteurs fournissent l'électricité aux instruments de bord, à la radio et aux circuits hydrauliques. Mais lorsqu'ils sont en panne, plus rien ne fonctionne. L'APU, le groupe auxiliaire de bord, est la génératrice de secours du DC-9. Mais elle ne sera pas disponible avant un délai de 2 minutes. Quand le deuxième moteur s'est arrêté, je me demandais comment j'allais m'en sortir. Je savais que la queue d'un avion pouvait se briser durant un accident. J'ai décidé de m'asseoir dans les dernières rangées. Au bout de 2 minutes d'angoisse, le groupe auxiliaire de bord entre en action. Les pilotes n'ont toujours pas de moteur, mais ils ont récupéré leurs systèmes électriques. Le commandant Mackenzie demande qu'on le guide vers le prochain aéroport, car le DC-9 ne pourra voler pendant plus de 6 minutes. La base aérienne de Dobbins est à 32 km de distance. Elle dispose d'une piste d'atterrissage assez longue pour un DC-9 et des services d'urgence appropriés. Southern 242, roger. Turn right heading 100. We'll be vectors for a straight-in approach to Dobbins. Runway 11. What's Dobbins weather, Bill? How far is it? How far is it? Keel connaît très bien la base aérienne de Dobbins où il a reçu sa formation de pilote. Il est encore assigné comme réserviste de la marine et y atterrit souvent. Declare an emergency, Bill. Le fait que Lyman Keel connaisse bien la base de Dobbins représente le seul espoir des pilotes. C'était une journée magnifique. Les enfants faisaient de la bicyclette dehors. Hello? Hey, you. Mon mari travaillait à Atlanta, mais il écoutait la station de radio de Huntsville. Il m'a appelé afin de me prévenir de l'orage qui s'approchait pour que je puisse faire rentrer les enfants. Boys, come on in now. Nasty weather's coming. Come in now. All right, flashlights and batteries, Stephen. En général, les tornades sont accompagnées de nuages foncés, de fortes pluies et de grêles, mais on n'avait rien vu de tel. L'avion de Southern Airways réussit finalement à sortir des nuages orageux. À 2100 mètres d'altitude, le DC-9 amorce une descente régulière. Get those engines started. Avec des moteurs en panne, la charge de travail des pilotes augmente considérablement. Dans ce cas-ci, c'est le copilote qui était aux commandes et qui manœuvrait l'avion. De son côté, le commandant consultait la liste de vérification et tentait de découvrir la panne. J'ignorais ce qui se passait, mais je savais que ça allait mal. Je me suis rendue au poste de pilotage pour leur dire qu'on était prêt à affronter la situation. Just don't stall this thing out. No, I won't. Bill, what's going on? Not now, Kathy. Sit down. Ils avaient peur. Je l'ai compris au ton de leur voix. J'ai compris que la situation était très dangereuse, sans en connaître les détails. L'avion vole maintenant à 1400 mètres. Il devra parcourir 27 km avant d'atteindre la base aérienne de Dobbins. Ask him if there's anything between here and Dobbins. What? Ask him if there's anything between here and Dobbins. Is there an airport between our position and Dobbins? Southern 242, no, sir. Closest airport is Dobbins.
Le copilote Lyman Keel ne croit pas qu'il pourra se rendre jusqu'à la base de Dobbins. L'avion a perdu trop d'altitude. I doubt we're gonna make it, but we're trying everything to get something started. Roger. Well, there is Cartersville. You're about 10 miles south of Cartersville, 15 miles west of Dobbins. Keel veut atterrir au plus vite, et Cartersville semble la meilleure option. We'll take a vector to that, yes. We'll have to go there. Can you give us a vector to Cartersville? All right, turn left heading 360. We'll be direct vector to Cartersville. Les contrôleurs aériens d'Atlanta n'envisagent aucune autre option. Ils déroutent le vol 242 vers l'aéroport de Cartersville. Je me suis rendu compte que j'étais dans une situation d'urgence et que la mort était imminente. Mais je me suis dit que j'allais mettre toutes les chances de mon côté. J'ai donc essayé de me faire des couches protectrices à l'aide de mon manteau de cuir, ainsi que des couvertures et des oreillers que j'avais récupérés plus tôt durant le vol. Quant aux habitants de New Hope, ils doivent faire face à une autre menace, les tornades. On jouait dehors depuis 1 heure ou 2 quand ma mère nous a fait rentrer à la maison à cause d'une tempête. Une fois à l'intérieur, elle nous a expliqué la situation et fait descendre à la cave pour plus de sécurité. Le DC-9 de Southern Airways a perdu beaucoup trop d'altitude et les pilotes comprennent qu'il ne volera jamais jusqu'à Cartersville. Ils doivent atterrir d'urgence. I'm picking out a clear field. Bill, you have to find me a highway. Let's get the next clear open field. No, Bill! See a highway over there. No cars. Right there, is that straight? No. We'll have to take it. Le copilote Lyman Keel a choisi une piste d'atterrissage à haut risque. Lyman Keel a décidé d'atterrir sur l'autoroute d'État 92 en Géorgie. Le commandant Mackenzie communique la mauvaise nouvelle au contrôleur aérien d'Atlanta. We're putting it on the highway. We're down to nothing. Le vol 242 est à court de temps. Sweet Jesus. Le copilote prépare le DC-9 pour un atterrissage d'urgence sur l'autoroute menant à New Hope, en Géorgie. Flaps. They're down to 50. Oh, God, Bill. I hope we can do it. Le copilote ignore totalement comment faire atterrir un DC-9 en panne de moteur. Il devra donc improviser. Lyman Keel était un jeune homme qui venait de revenir de l'Asie du Sud-Est, où il avait servi dans l'aéronaval. Il connaissait toutes les subtilités d'un atterrissage nocturne sur un porte-avions dans la mer de Chine occidentale. Mais il était quand même sur le point de relever le plus grand défi de sa carrière de pilote. I'm gonna land right over that guy. There's a car ahead. I got it. I got it now. I got it. Brace for impact! L'avion de Southern Airways se pose finalement sur l'autoroute 92. Au début, l'atterrissage s'est déroulé sans problème et assez tranquillement, comme si tout allait rentrer dans l'ordre. Mais soudain, l'avion s'est redressé, puis est redescendu, violemment. L'avion s'écrase au milieu de New Hope. Avant que l'avion ne s'immobilise, le feu s'est répandu dans la cabine. Je sentais mon visage brûler, même si je l'avais couvert de mon manteau de cuir. On a entendu un bruit épouvantable. D'énormes débris du DC-9 de Southern Airways jonchent le sol de New Hope. Come on, damn it. J'ai finalement réussi à détacher ma ceinture de sécurité et je me suis ensuite tourné vers la queue de l'avion où j'ai aperçu de la lumière.
Je me suis levé et j'ai couru vers elle. Je n'arrivais pas à croire que j'avais survécu. Je ne pouvais pas y croire. Lorsque je suis revenue à moi, c'était le chaos. J'étais affalée tout près de la porte avant, à côté du vestiaire et des sièges de service. Toutes les parois avoisinantes s'étaient affaissées. Elles formaient une petite boîte pyramidale et il y avait juste assez de place pour moi à l'intérieur. J'ai aperçu un fragment de lumière et je me suis dirigée vers elle. Sa collègue Sandy Pearl est elle aussi parvenue à sortir de l'avion en flammes. Elle se porte au secours des passagers. Les survivants tentent tant bien que mal de fuir l'épave. Lorsque je suis arrivée en haut des escaliers pour fermer la porte, j'ai aperçu de la lumière rouge, comme s'il s'agissait d'un feu. J'ai alors compris ce qui s'était passé. J'ai vu de la fumée et des flammes. Mais les gens qui se dirigeaient vers moi ne pleuraient pas, ils ne criaient pas, ils étaient très calmes. Tout était embrasé et des gens couraient vers une maison. I need to use your phone. Je voulais appeler les services d'urgence locaux ou les gens de Southern Airways pour leur dire qu'on avait besoin d'aide. Ils entraient tous, l'un après l'autre. You, help her. Lorsque je suis revenue dans la cuisine, j'étais entourée de survivants. Ils savaient qu'ils étaient dans une maison et je suppose qu'ils se sentaient en sécurité, mais ils avaient besoin d'aide. J'étais encore bouleversée, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les aider. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je regardais les arbres et les débris d'avions brûlés sans faire un geste. C'était tellement surréaliste. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Et je préférerais ne pas revivre l'expérience. « 72 personnes, dont les pilotes Lyman Kill et Billy Mackenzie, ont péri dans les décombres du DC-9 de Southern Airways. Peu de temps après la tragédie, les enquêteurs ont découvert qu'une succession d'erreurs et de coïncidences avait causé cette catastrophe. Southern Flight 242 crashed after the DC-9 jet lost power in both engines. The plane had just flown through a violent hailstorm on a flight from Huntsville, Alabama to Atlanta. I saw the plane as it came veering down, hit the treetops. We thought it was a tornado at first. Vehicles, people that was in this grocery store yard and vehicles, it actually hit them. Les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, arrivent sur les lieux quelques heures après l'accident.
Les enquêteurs doivent toujours s'interroger sur les différents aspects d'un accident. Dans ce cas-ci, le NTSB devait enquêter sur les conditions météo et les raisons de la panne des deux moteurs. Certes, le vol 242 avait traversé une tempête monstrueuse, mais pourquoi des pilotes bien au fait des conditions météo dangereuses du sud des États-Unis s'étaient-ils dirigés droit vers elle? That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Les enquêteurs écoutent l'enregistreur de conversation pour entendre les décisions des pilotes au moment où ils pénétraient dans la tempête. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Les enquêteurs apprennent que les pilotes se fiaient trop à leur radar météo. Et le radar semble les avoir induits en erreur. All clear left, approximately right now. I think we can cut across there. L'affaiblissement de signal était l'une des limites du radar météo utilisé par les pilotes du vol 242. Le faisceau qu'il envoyait pour observer les conditions météo revenait diffus. Donc, le radar ne reflétait pas fidèlement ce qui se passait. Le radar météo envoie des ondes radioélectriques qui rebondissent sur les nuages de la tempête pour ensuite revenir vers l'avion. Mais sous une pluie intense, les ondes peuvent dévier et se perdre. Et il est possible que le radar prenne ce changement pour une zone dégagée. Ces inexactitudes peuvent être difficiles à repérer. Si les pilotes comptent uniquement sur le radar météo pour les guider au cœur d'une tempête, ils risquent de prendre des décisions basées sur des informations erronées. La tempête qui a déferlé sur le vol 242 de Southern Airways était l'une des pires à sévir depuis 3 ans aux États-Unis. Les pilotes ont dû manœuvrer leur avion sous une pluie torrentielle, accompagnée d'une forte grêle. Keel et Mackenzie ont cru voler en direction d'un passage dégagé, mais en réalité, ils ont jeté leur appareil au cœur de la tempête. The other engine's going too. Got the other engine going too. Southern 242, say again. Stand by. We lost both engines. Les moteurs du DC-9 sont tombés en panne lorsqu'il a traversé la tempête. Mais ils avaient été conçus pour encaisser d'énormes quantités de pluie et de grêle, et ils n'auraient jamais dû tomber en panne, en dépit des mauvaises conditions météo. Les enquêteurs examinent les moteurs ravagés du DC-9 afin de trouver des indices. Ils veulent savoir si une défaillance mécanique a pu causer la double panne. Au départ, le rôle des moteurs dans l'accident me laissait perplexe. Mais j'avais hâte de me rendre sur place et de voir moi-même ces moteurs pour vérifier s'ils ne présentaient pas une défaillance visible à l'œil nu. Le fabricant des moteurs Pratt & Whitney délègue Al Weaver comme expert conseil auprès du NTSB. On expédie les moteurs à l'aéroport d'Atlanta pour une inspection approfondie. Lorsqu'ils ont fait basculer les moteurs en les soulevant dans le hangar, j'ai entendu le tintement des fragments qui tombaient sur le sol. Je me suis penché pour les ramasser. Il s'agissait des vestiges des pales du compresseur haute pression qui est logé tout au fond du moteur. Weaver vient de découvrir que les morceaux tombés du moteur étaient en fait les pales brisées du compresseur. Les moteurs à réaction utilisent de l'air compressé pour la combustion. À l'intérieur du moteur, 2 compresseurs distincts sont composés de dizaines de pales en acier. Les pales tournent rapidement et projettent l'air vers l'arrière. L'air compressé est enflammé dans la chambre de combustion, créant ainsi la poussée. Al Weaver remarque que les pales du compresseur du DC-9 sont lourdement endommagées. Leur courbure révèle à l'enquêteur qu'elles ont été endommagées en vol et non lors de l'écrasement. La détérioration des pales, qu'on pouvait observer à l'œil nu, avait été causée par le pompage répété du moteur. Un pompage se produit lorsque le flux d'air circulant dans le moteur est interrompu. La pression s'accumule entre les compresseurs et non derrière eux. Sans la contre-pression, l'air provenant de la chambre à combustion se déplace vers l'avant du moteur, dont l'alimentation est brièvement interrompue. Les enquêteurs doivent ensuite découvrir si le pompage répété a été causé par la grande quantité de pluie qui s'est introduite dans les moteurs.
Lorsque la pluie entre dans le moteur, il doit la convertir en gaz avant de l'évacuer. Ce procédé consomme beaucoup d'énergie et ralentit les moteurs. Les enquêteurs concluent que la conversion de l'eau consommait trop d'énergie et empêchait les générateurs de fonctionner, ce qui a causé la première panne d'électricité. Mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi les moteurs sont tombés en panne. Pour en avoir le cœur net, ils devront recréer une tempête. Al Weaver veut savoir si la pluie abondante a pu provoquer une panne complète des moteurs. L'équipe d'enquête tente une expérience. Elle expose un moteur du même type que ceux du DC-9 à un air qui contient 14 % d'eau. Okay. Engines at 3/4 throttle. Let's begin. Ils projettent d'énormes quantités d'eau dans le moteur. Et ils le font tourner au ralenti en augmentant son débit progressivement jusqu'à la pleine puissance. Okay, that's it. Shut it down. La pluie n'était pas la seule responsable du pompage qui avait détruit les moteurs. Thanks very much, gentlemen. Durant l'essai, le moteur fonctionnait normalement. On n'a dépisté aucune anomalie. Aucun des membres de l'équipe ne pouvait imaginer l'infiltration d'une plus grande quantité d'eau dans les moteurs du DC-9 et nous avons décidé de chercher ailleurs. L'essai d'ingestion d'eau suggère une autre hypothèse aux inspecteurs. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? La grêle. Plusieurs survivants ont révélé avoir vu des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Cette grêle violente a réussi à fissurer un pare-brise de 3,5 cm d'épaisseur. Weaver remarque les dommages importants causés par la grêle sur les capotages du moteur. En examinant la face avant du moteur, on a observé que le capotage intérieur et la tuyère centrale, deux composantes en aluminium qui dirigent l'écoulement d'air dans le moteur, étaient complètement bosselés. On a donc soupçonné que la grêle avait pu jouer un rôle important dans l'écrasement. L'enquêteur sait que seule une force très puissante a pu endommager les pales en acier du compresseur. Les résultats des tests nous ont appris que la grêle seule n'avait pas pu endommager les moteurs. Elle pouvait tout au plus bosseler leur revêtement extérieur. Des précipitations intenses et un capot endommagé ont pu interrompre le flux d'air et provoquer un pompage. Mais ils n'ont pas pu détruire les moteurs. Weaver croit que les grêlons ont peut-être obstrué une sortie essentielle au moteur, les soupapes de purge. Lorsque la pression s'accumule entre les deux compresseurs, les soupapes de purge s'ouvrent automatiquement pour l'évacuer et stopper le pompage. Si les soupapes en question sont bloquées, le pompage des moteurs se produira à intervalles réguliers. Quand les sauts de régime ont commencé à affecter les moteurs, les pilotes auraient dû ramener la manette des gaz au ralenti pour mettre fin au pompage. Weaver tourne son attention vers l'enregistreur de conversation et il découvre que la situation a peut-être contraint les pilotes à utiliser une tactique contraire. Maintain 15,000 Southern 242. We're trying to get it up there. Weaver apprend que les pilotes devaient faire grimper leur appareil au cœur de la tempête. Maintain 15,000, if you understand me. Maintain 15,000 Southern 242. Pour gagner de l'altitude, le commandant devait augmenter la puissance des moteurs, ce qui a aggravé la situation. Dans de telles circonstances, si on n'arrête pas le pompage, l'intérieur du moteur va se désintégrer. We're trying to get it up there. Pousser la manette des gaz ne fera qu'empirer la situation. Les soupapes de purge sont bloquées par la grêle et la pression s'accumule. Elle plie les pales du compresseur jusqu'au point de rupture. Left engine won't spool.
Our left engine just cut out. Après la rupture des pales du compresseur, ils n'avaient aucun espoir de récupérer les moteurs. Les enquêteurs savent maintenant pourquoi les pilotes ont mal interprété la tempête et pourquoi leurs moteurs sont tombés en panne. Mais ils ignorent pourquoi on ne les avait pas informés de la terrible tempête qui traversait leur trajectoire de vol. Who's got the landing? Not me, says the captain. Ignition, sir. Les pilotes avaient bel et bien reçu un rapport des conditions météo avant le décollage de Huntsville, mais l'information datait de plusieurs heures. Looks like you guys got a good one coming. Les répartiteurs de Southern Airways ne disposaient pas des dernières informations. Ils n'avaient pas accès au système de mise à jour du Service météorologique national des États-Unis. Ils devaient téléphoner pour obtenir les dernières infos météo. Ce jour-là, le répartiteur a bien téléphoné, mais il n'a pas pu joindre le service et il n'a jamais rappelé. Il n'a donc pas pu informer l'équipage technique du vol 242 de la tempête imminente. Southern Airways 242, I'm painting a line of weather which appears to be moderate to possibly heavy precipitation, starting about 5 miles ahead. Les autorités de Huntsville auraient-elles pu leur donner de meilleures informations météo? Absolument. Mais elles ont quand même émis un avertissement de tempête ou de forte pluie au-dessus de leur aéroport. Leur zone de responsabilité était d'environ 40 000 marins et la tempête qui menaçait le vol 242 était hors de leur portée. Ignorant des conditions météo et induits en erreur par les images radars, les pilotes Bill Mackenzie et Lyman Keel ont précipité leur avion au beau milieu des nuages orageux. La pluie abondante et la grêle ont lourdement endommagé leur moteur. En désespoir de cause, les pilotes ont opté pour l'atterrissage d'urgence. De plus, en analysant le plan de vol du DC-9, les enquêteurs découvrent une omission mortelle. Entre la panne complète des moteurs et l'atterrissage forcé à New Hope, environ 9 minutes se sont écoulées. En termes clairs, cela veut dire qu'ils avaient 7 minutes pour évaluer la situation avant d'opter pour l'atterrissage forcé sur l'autoroute. Get us a vector to a clear area, Atlanta. Après la panne, les pilotes ont effectué un virage à 180 degrés vers l'ouest dans l'espoir d'échapper à la tempête. Mais cette nouvelle trajectoire éloignait le DC-9 de la base aérienne de Dobbins. Ce virage a sorti l'avion de la tempête de grêle, mais l'a détourné d'une bonne piste d'atterrissage. Les pilotes ont également perdu plusieurs minutes de vol. Après avoir échappé à la tempête de grêle, les pilotes ont pu reprendre leur route vers Dobbins. Is there an airport between our position and Dobbins? Southern 242, no, sir. Closest airport is Dobbins. Si les pilotes avaient conservé leur trajectoire vers Dobbins au lieu de chercher un autre aéroport, ils auraient amélioré leurs chances de survie. Southern 242, roger. Turn right heading 100. Will be vectors for a straight-in approach to Dobbins. Runway 11. Lorsque le commandant Mackenzie reçoit ses instructions, le DC-9 s'est déjà trop éloigné de la base de Dobbins. Et il vole trop bas pour avoir la moindre chance d'y atterrir. Mais le vol 242, son équipage et ses passagers auraient quand même pu être sauvés. Stupéfaits, les enquêteurs apprennent qu'au moment où les contrôleurs aériens les déroutaient vers la base aérienne de Dobbins, les pilotes survolaient l'aéroport Cornelius Moore. Je pensais qu'on allait atterrir à Cornelius Moore, un aéroport que je connaissais bien puisque je voyageais fréquemment entre Decatur et Atlanta. Les enquêteurs apprennent que l'aéroport Cornelius Moore était hors de portée du radar des contrôleurs d'Atlanta, qui ignoraient même son existence. Les contrôleurs aériens n'ont pas dérouté le DC-9 vers cet aéroport, car ils ne le voyaient pas sur leur écran radar. J'étais choqué d'apprendre que les contrôleurs aériens d'Atlanta ignoraient l'existence de l'aéroport Cornelius Moore à Cartersville. On était à 5 ou 7 kilomètres d'un endroit où il y avait une piste de 1200 mètres.
Même si certains contrôleurs croyaient cette piste trop courte, elle aurait été préférable à une autoroute. J'étais très en colère quand je l'ai appris. Cette erreur a coûté des vies humaines, ce qui m'a vraiment attristée. Le NTSB conclut que la panne des moteurs et le peu d'informations concernant les conditions météo ont causé l'écrasement du vol 242 de Southern Airways. Le NTSB recommande immédiatement l'amélioration des systèmes radars météorologiques des avions et des tours de contrôle afin de donner un meilleur aperçu des conditions atmosphériques. De nos jours, les avions de ligne sont équipés d'un radar météo dont les couleurs varient selon l'intensité des précipitations. L'écrasement du vol 242 a également appris aux équipes techniques à mieux utiliser leurs moteurs au cœur de violentes tempêtes. Les pilotes doivent comprendre qu'il ne faut pas laisser les moteurs pomper à répétition. Si c'est le cas, peu importe la raison, les pilotes doivent stopper le pompage pour sauvegarder les composantes internes du moteur. Après une tragédie aérienne, les enquêteurs veulent toujours savoir si des vies humaines auraient pu être épargnées. On évalue toujours les facteurs de survie d'un accident aérien. On peut dire, par exemple, que le design des sièges a contribué à la survie des passagers. Mais il n'y a pas de statistiques prouvant qu'il est plus sécuritaire de s'asseoir à l'avant, au milieu ou à l'arrière d'un avion. Dans le cas du vol 242, le passager Don Foster a eu l'idée de mettre son manteau de cuir sur sa tête et de placer un oreiller entre son visage et le siège de la rangée précédente. Ces gestes ont probablement réduit la gravité de ses blessures et lui ont peut-être même sauvé la vie. Le NTSB croit même que si les agents de bord avaient distribué des oreillers et des couvertures aux passagers, le nombre des victimes aurait été moins élevé. Tous les accidents d'avion nous renseignent, et le vol 242 n'a pas fait exception. Il nous a d'abord appris que les communications de la FAA, de Southern Airways et du poste de pilotage du DC-9 laissaient à désirer. Mais il nous a surtout appris à respecter la puissance de Mère Nature. 30 années ont passé depuis que le DC-9 de Southern Airways s'est écrasé sur la petite communauté de New Hope. Depuis l'accident, les survivants se rassemblent tous les 10 ans dans une église de New Hope. Ils se souviennent des morts et s'aident mutuellement à supporter la tragédie. Peu de groupes de survivants se sont rassemblés aussi longtemps. Après l'accident, j'ai eu de la difficulté à comprendre comment j'avais pu survivre. Au bout de quelques mois, j'ai cessé de m'interroger. J'avais eu droit à une deuxième chance. J'ai compris l'importance de la famille et j'ai décidé de profiter de la vie. Je peux encore sentir les odeurs, entendre le bruit de l'accident et voir ces gens s'approcher de ma maison. Le moindre déclencheur me plonge dans mes souvenirs. Et mes émotions demeurent aussi vives. Je ne peux rien y faire, je ne les provoque pas. Je ne peux pas les étouffer. D'une certaine façon, cette tragédie m'a aidé à mieux profiter de la vie. Cela peut paraître étrange, mais j'ai mené une vie meilleure grâce aux leçons que j'en ai tirées. May this service do honor to these dear loved ones, and may it bring comfort and peace to we who remain.